Mes chers étudiants, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais continuer le dernier chapitre pour notre cours, pour notre matière finance, cycle et crise. Le troisième chapitre, et ça sera sur, comme vous allez le voir maintenant, chapitre 3, la crise financière, gestion et répercussions. Nous avons vu dans les autres chapitres les crises économiques, notamment les crises financières et plus particulièrement la crise, la crise bancaire, les crises bancaires. Vous vous rappelez de ce chemin. La crise bancaire touche les déposants des banques qui risquent de perdre leur dépôt, leur épargne, leur richesse. Les banques subissent aussi ces répercussions et plusieurs banques, et peut-être tous les systèmes financiers bancaires est mis en difficulté et certaines banques peuvent clôturer leurs portes et faire faillite. Et donc, ceci naturellement crée un problème de financement de l'économie. Naturellement, vous voyez, toute l'économie va subir les répercussions de ces difficultés dans le financement. Et donc, lorsqu'on dit économie, on dit entreprise, et plus particulièrement le tissu et le groupe d'entreprises le plus important dans une économie qui sont les PME, les petites et moyennes entreprises. On les appelle en anglais SMEs, c'est-à-dire Small Medium Enterprises. Si ces entreprises commencent à trouver des difficultés de financement auprès de leur majeur financier, qui est la banque, la pérennité et la continuité de l'activité de l'entreprise risquent de s'arrêter. Et cette entreprise risque de fermer la porte. Elle ne pourra donc pas ni produire la richesse, ni payer ses taxes, et ni payer les salaires de ses employés qui vont sortir en chômage. Donc voilà une seule entreprise, qu'est-ce qu'elle peut subir comme conséquence. Imaginez que ce sont des dizaines et des centaines d'entreprises. Tout cela aura un effet considérable sur l'économie. Okay? On va voir quelles sont les répercussions de ces crises financières et comment généralement ces crises financières sont gérées. L'observation des conséquences fiscales et budgétaires et économiques des crises bancaires montre qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les pays développés et les pays en développement. Il y a une ressemblance entre ces pays. Que ce soit un pays en développement ou un pays développé, généralement, ce sont les mêmes conséquences. Il n'y a pas de différence majeure ou significative entre les pays en termes de crise bancaire. Ceci montre la particularité des crises bancaires. Premièrement, avant d'aller plus loin, il faut noter quelque chose. Dans cette section, la section 3.1 parle de la notion vague de la notion du coût de sauvetage bancaire. On dit sauvetage bancaire ou en anglais bank bail out. On dit bank bail out, c'est-à-dire sauvetage. Sauver une banque. Sauver une banque pour qu'elle ne fait pas faillite, pour qu'elle ne ferme pas, n'arrête pas ses opérations,
ces opérations d'acceptation et de collecte des dépôts et d'octroi de crédit. Donc, si une banque donc, ferme, arrête son activité donc les déposants risquent de perdre toute leur épargne et l'économie risque de perdre un, une, euh, le, une bonne source, une source majeure de financement. Donc, la banque, l'intermédiaire financier, ici, joue un rôle primordial dans une économie. C'est comme le cœur dans un corps. Le cœur qui doit circuler le sang de, pour tout, vers tout, vers toutes les cellules. Si ces cellules ne reçoivent pas euh, l'oxygène apporté par le sang, ces cellules finissent par mourir. La même chose pour la banque. La banque, c'est le cœur de l'économie. Si la banque ne peut pas rembourser ses déposants et ne peut pas octroyer des crédits aux entreprises, donc les entreprises et les déposants vont finir par, comme les cellules, vont finir par, entre guillemets, mourir et donc perdre beaucoup. Mourir au sens économique, bien sûr. Donc il faut préciser que lorsqu'on veut calculer le coût d'une crise bancaire, il y a un problème ici. C'est quoi le problème? C'est que l'estimation de ces coûts est généralement très difficile euh, à déterminer. La détermination du coût, l'estimation du coût, généralement est très difficile parce que il y a plusieurs types de coûts et il y a des coûts directs et des coûts indirects et qu'il est généralement pas très facile de les collecter ou les savoir ou les estimer ou collecter des données sur, sur ces différents coûts. Parfois, donc, il est difficile de collecter les données. Donc, généralement, après les crises bancaires et financières, les chercheurs, les économistes, donc, essayent d'estimer, d'estimer les coûts de sauvetage du secteur bancaire. Donc, pour sauver le secteur bancaire, il y a bien sûr un coût. Donc, les coûts sont généralement donc, pas très difficiles à les estimer. Cependant, cette estimation de cet indicateur, c'est-à-dire le coût de sauvetage, varie considérablement selon les études empiriques et dépend largement de la méthode, utilisée et de l'horizonton du calcul de l'étendue de l'impact budgétaire de la crise. Pourquoi on dit un budgétaire? C'est parce que généralement le gouvernement qui intervient pour sauver le secteur bancaire. Donc ici, pour un sauvetage, il faut donc faut que le gouvernement intervienne généralement pour sauver le secteur bancaire et donc elle donc comment elle intervient? En injectant donc injection de fonds publics dans les banques en difficulté. Donc généralement le gouvernement intervient par l'injection de capitaux
de fonds publics dans les banques en difficulté. Donc, ces fonds publics viennent bien sûr du budget de l'État, du budget, du budget du gouvernement. Pour cette raison, on dit le coût donc, dépend de l'impact, le coût dépend de la méthode, de l'horizon temps, du calcul et de l'étendue de l'impact budgétaire de la crise. Donc, les méthodes de calcul de coût de sauvetage sont assez différentes. La différence de méthode donc, fait que l'estimation du coût diffère avec la méthode. Aussi, les estimations sont variées. Pourquoi? Aussi parce que l'horizon temps. Quel est l'horizon temps? C'est-à-dire le nombre d'années qu'il faut considérer comme des années où le gouvernement subit le coût de sauvetage de la banque. Est-ce qu'on prend une année, 2 années, 3 années? Donc tout dépend de l'horizon temps, du nombre d'années qu'il faut considérer dans le calcul du coût et du coût de sauvetage. Le tableau 19 présente les différentes estimations du coût de sauvetage du système bancaire en termes de pourcentage de produit intérieur brut dans plusieurs pays. Et la différence entre les estimations relatives à chaque crise bancaire. Donc, voyons ce tableau 19, Creative Accounting, Bailouts. Bailout, donc sauvetage des banques, Bailout Costs of Banking Crisis. Donc, nous avons ici Estimated Bailout Cost as a percentage of GDP, pourcentage, le coût en pourcentage du PIB. Donc, voici, il y a plusieurs pays ici. Et voyons les différentes estimations du coût de sauvetage de leur banque à la suite d'une crise bancaire selon les études empiriques effectuées par des chercheurs. Par exemple, en Argentine, après la crise bancaire de 1981, il y a des estimations qui ont donné que le coût de sauvetage représentait 55,3%, et il y a des recherches qui ont estimé que le coût représentait 4%. Donc, les études empiriques ont estimé les coûts de sauvetage et ont trouvé que ces coûts de sauvetage, on a trouvé donc les coûts de sauvetage pour l'Argentine variés entre certains qui disent que le coût représente 4%, et entre 4% et 55,3% du PIB. Donc, vous voyez, donc il y a une différence de 51,3%. Vous voyez, il y a une différence très énorme, 51, entre les méthodes et entre les estimations. Ces estimations donc varient largement, et donc il n'y a pas un consensus. Pour les autres pays, c'est la même chose aussi. Par exemple, pour le Japon, les estimations ont varié entre 8% et 24%, différence de 16 points. Donc, les Philippines, les estimations varient entre 3% et 13,2%. Donc, la différence est 10 points d'écart. Donc, entre lower bound, c'est-à-dire l'estimation la plus faible, et upper bound, c'est-à-dire l'estimation la plus élevée. Donc, pourquoi il y a cette différence et pourquoi cette différence assez large entre les estimations? Parce que, c'est tout simple, parce que ces chercheurs donc, ont utilisé premièrement différentes méthodes du calcul et ont estimé les coûts sur plusieurs horizons temps. Certains peut-être prennent une période de calcul courte
et d'autres prennent des périodes de calcul assez longues. Donc naturellement, on trouve différentes estimations. Donc le tableau 19 présente les différentes estimations du coût de sauvetage du système bancaire en termes de pourcentage du PIB dans plusieurs pays et la différence entre les différentes estimations relatives à chaque crise bancaire. Donc, ok. Donc, ceci montre bien donc, que le coût de sauvetage est un indicateur de coût de crise assez incorrect et incomplet, assez vague. Donc, pourquoi donc, pourquoi assez vague? Parce que donc, il est incomplet. Et il est donc très difficile de déterminer quels sont les coûts. Il est très difficile de considérer il est très difficile de trouver quels sont les coûts qu'il faut considérer, qu'il ne faut pas considérer dans le calcul. Et généralement, on tombe dans le piège de oublier certains coûts relatifs au coût de crise, ce qui fait que notre estimation pourrait être incomplète. Incorrect car c'est un indicateur qui ne couvre pas, l'indicateur de coût de sauvetage, qui ne couvre pas donc la totalité des coûts. Parfois on oublie, il est très difficile d'oublier certains coûts, la totalité des coûts budgétaires qui dépassent les simples coûts immédiats. Les simples coûts immédiats de sauvetage bancaire, ils vont jusqu'à la nécessité de considérer l'impact de la crise sur le revenu du gouvernement, le package fiscal implémenté par le gouvernement pour relancer l'économie. Donc, il y a des coûts immédiats. Donc, il est clair que il y a des coûts immédiats, j'appelle du coup ou direct, et des coûts indirect. Ok, indirect, donc pas facile à les collecter tous. Donc, il n'est pas facile de les collecter tous, ces coûts. Ok, donc il y a du coup. Il est peut-être facile de trouver les coûts immédiats, mais il est très difficile de collecter, de trouver les coûts indirects ou généralement de considérer les coûts indirects dans les méthodes de calcul. Cela fait que notre méthode notre estimation donc pourrait être incorrecte et incomplète. Incorrecte parce que généralement on oublie les coûts, on oublie d'inclure tous les coûts indirects. Quels sont ces coûts? Le gouvernement, on dit que le gouvernement donc intervient par donc le premier coût immédiat, ce sont les injections de fonds publics. Dans le capital de la banque en difficulté. Il s'agit d'un coût immédiat, direct. Ok. Généralement, on peut déterminer ces coûts parce qu'ils sont immédiatement et donc
enregistrés dans le budget du gouvernement, mais certains coûts sont, sont subis après, ok, pas dans les médias, mais ils sont subis par l'économie, par le gouvernement après, et ne sont pas généralement faciles à les collecter parce que ces coûts sont subis sur sur une période plus ou moins longue. Donc le deuxième type de coûts, ce sont la baisse en recettes fiscales. Pourquoi il y a une baisse en recette fiscale? Parce qu'il y a la récession économique. Et donc plusieurs entreprises arrêtent leur activité et donc arrêtent donc de payer des impôts. Plusieurs entreprises, donc entreprises fermées, et aussi les employés qui pouvaient, lorsqu'ils avaient un emploi, pouvaient payer leur impôts. Lorsqu'ils sont au chômage, ils ne peuvent pas donc payer les impôts sur leurs revenus. Donc, ceci fait qu'il y a une baisse donc une baisse des impôts. Le troisième coût que les crises bancaires et financières provoquent, ce sont les packages fiscal. C'est-à-dire, package fiscal, c'est-à-dire de relance économique. Ce sont donc les investissements publics que les gouvernements doivent effectuer par les gouvernements, que les gouvernements doivent généralement faire, entreprendre pour donc relancer l'économie. Vous savez que lorsque une économie est en récession, généralement les gouvernements interviennent en injectant des fonds dans l'économie à travers des investissements publics. On construit donc des routes et des autoroutes, et on essaie de continuer de faire des projets d'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'à travers ces investissements publics, l'économie relance son activité et la croissance économique reprenne très rapidement. Si on laisse, généralement, on ne laisse pas l'économie trouver sa santé par elle-même, parce que généralement ça prend donc une période un peu longue pour donc réduire cette période de récession. Généralement, les gouvernements interviennent par des plans de relance économique appelés paquets fiscaux, donc à travers des investissements publics, et ce, afin de relancer l'économie très rapidement. Donc, paquet fiscal, donc, s'il y a un paquet fiscal, c'est-à-dire donc des fonds, des dépenses publiques. Donc ces dépenses donc, vont affecter, donc qui vont affecter
le budget du gouvernement et donc représente ainsi un coût. Donc, ainsi donc un coût. Vous voyez donc il y a plusieurs types de coûts. L'injection des fonds publics, la baisse des recettes, l'injection des fonds publics dans les banques, la baisse des recettes fiscales, le package fiscal qui a pour objectif la relance économique. Donc, l'injection des fonds publics sont généralement des coûts immédiats. La baisse des recettes fiscales, ce sont des coûts indirects. Ok, donc sur le donc payer, donc subi sur une période de temps, et aussi le paquet fiscal aussi. Donc il s'agit donc d'un coût donc indirect. Ce sont des coûts indirects qui s'étalent sur une période de temps. Donc, puisque la baisse des recettes fiscales et le package fiscal ce sont donc des coûts qui s'étalent sur une période de temps, il est généralement pas très facile de les collecter. Et donc, ce qui fait que donc notre calcul notre calcul du coût de sauvetage du système bancaire pourrait différer d'une méthode à une autre, d'un chercheur à une autre. Pourquoi? Parce que la méthode diffère et l'horizon temps diffère, ce qui fait donc que toutes ces conditions, ces deux raisons fait que notre estimation généralement est incorrecte. OK? La section suivante, la croissance économique au lendemain des crises bancaires. OK? Donc, je rentre à mon exemple. Donc, puisque après une crise bancaire, ça prend une période de temps pour que l'économie reprenne sa croissance positive. Donc, parce que donc, après une crise bancaire, il y a un problème de financement de l'économie. Et s'il y a un problème de financement de l'économie, donc beaucoup d'entreprises ne vont plus avoir le financement qu'ils souhaitent, ce qui donc et donc beaucoup d'entreprises vont se trouver obligées de fermer leurs portes et arrêter leur activité. Donc l'économie tout entière va vivre une période de détresse. Donc, naturellement, on peut comprendre que les périodes qui suivent une crise bancaire, ce sont généralement des périodes de récession économique. Donc, la littérature économique empirique confirme l'association entre crise bancaire et notamment celle de type systémique, c'est-à-dire tous les systèmes bancaires, et les récessions économiques. Donc il y a toujours une association entre les crises bancaires et les récessions économiques. Après une crise bancaire, il y a presque toujours, une récession économique, c'est-à-dire une croissance économique faible, une croissance économique faible ou négative.
croissance économique faible ou négative. Les figures 10.4 et 10.5 montrent l'évolution de la croissance économique en moyenne dans les économies avancées et les économies émergentes entre les dates T-3 et T+4 qui précèdent et suivent respectivement la date de la crise bancaire à la date T. Donc, voyons ces graphiques. Ce graphique, donc, il est pour les pays avancés, pour les économies avancées, et le deuxième graphique, c'est pour les pays en développement ou les marchés émergents. On calcule donc pour ces pays le taux de croissance qui suit la crise économique, la crise bancaire qui se déclenche à la date T. Voilà, la date T, ok, une crise bancaire. Donc, en pourcentage du PIB, donc Real GDP Growth per capita and Bank Crisis, c'est-à-dire la croissance du PIB par habitant en termes réels, avant et après les crises bancaires. Dans les pays avancés, en noir, ce sont tous les pays avancés, et en gris, ce sont les Big Five, c'est-à-dire les pays avancés, les 5 premiers pays avancés qui sont, ces données ont été faites en 2008, donc on peut les dire, ce sont les pays notamment les États-Unis d'Amérique, le Japon, la Chine, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ou la France, donc je ne suis pas sûr, mais ce sont les Big Five. Donc vous voyez que avant la crise, le taux de croissance du PIB depuis T-3, T-2 et T-1 était donc en décroissance. Il était positif, 4 et 3% et 2%, mais le taux de croissance de PIB par habitant donc réalisait une décroissance, il était en baisse. À la date T, vous voyez pour les pays, les Big Five, les 5 premiers pays donc, avancés, on réalise un taux de croissance de PIB négatif. Donc la date de la crise bancaire, il y a une récession économique. Donc ici, il y a donc une récession. On peut dire ici qu'il y a une récession. OK? Mais une année après, donc une année après, c'est toujours négatif. C'est toujours négatif. 2 années après, c'est toujours négatif. Il fallait attendre 2 années de récession pour que l'économie reprenne donc son activité. Donc la récession économique a duré presque 3 années. 3 années donc de récession. 3 années donc de récession économique. 3 années T à la date T, T+1 et T+2. Il fallait donc attendre la date T+3, 3 années après la crise économique, pour que l'économie reprenne une croissance positive après avoir été pendant 3 années en récession négative. La même chose pour ou presque la même chose pour les pays émergents, donc pour les emerging markets.
Nous avons ici la date T de la crise économique. Et bien évidemment, vous voyez que le taux de croissance du PIB par habitant est négatif. Juste avant la crise, 3 années avant la crise, donc plus particulièrement l'année qui précédait la crise, le taux de croissance du PIB par PIB réalisait une baisse. Cette baisse a adapté le choc bancaire. Il y a donc une récession pendant cette période, pendant l'année T. Le taux de croissance est négatif, mais contrairement aux pays avancés, une année après la crise, il faut attendre qu'une seule année pour que l'économie et la croissance reprennent sa tendance haussière et positive. Donc, seulement une année après la crise, l'économie trouve une croissance positive. Donc, l'effet de crise bancaire sur l'économie avancée et les économies émergentes un peu ici diffèrent. Pour les pays avancés, la récession prend un temps plus large que les pays en développement. Pour les pays avancés, il faut 3 années de récession et à la 4e année, l'économie trouve sa croissance positive. Mais pour les pays à économie émergente, la récession est relativement courte et une année après la crise, l'économie trouve la croissance trouve une tendance haussière et positive. Donc ces figures montrent donc qu'avant la crise bancaire, le taux de croissance du PIB réalise un ralentissement remarquable. Voilà, un ralentissement remarquable. Le lendemain de la crise économique, le lendemain de la crise, la croissance économique reprend, mais d'une manière beaucoup plus rapide dans les économies émergentes. Donc voilà. Les économies émergentes trouvent leur croissance positive plus rapidement que les économies avancées, après une crise bancaire. Section 3.1.3, l'impact des crises bancaires sur le revenu aux recettes budgétaires et la dette publique. Donc, on va voir dans cette section quel est l'impact de la crise bancaire sur la recette de gouvernement, c'est-à-dire la recette budgétaire, et la dette de gouvernement, ce sont les dettes publiques. Vous imaginez que donc, le gouvernement ici subit plusieurs coûts. Certains sont immédiats et certains sont différés dans le temps. Certains sont payés maintenant dans l'année en cours de la crise et certains sont différés dans le temps, dans l'année en cours et les années qui suivent. Ces coûts sont en termes d'injection de capitaux publics dans la banque, la baisse des recettes fiscales et le package fiscal. Donc naturellement, ces coûts sont généralement très énormes et donc naturellement, ces mécanismes de sauvetage du système bancaire aura nécessairement et automatiquement des effets très graves, parfois, sur le budget du gouvernement et sur la dette du gouvernement. Donc on va aller voir dans cette
cette section. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la réponse des gouvernements au risque bancaire systémique, que ce soit économie avancée ou économie émergente, consistait en la mise en place d'un plan de sauvetage du secteur bancaire, soit par l'un ou une combinaison des programmes suivants. Donc, les gouvernements, maintenant, depuis surtout la Deuxième Guerre mondiale, n'ignorent pas la crise bancaire et interviennent dans le sauvetage du système bancaire parce que le système bancaire est très important et vital pour l'économie. Il ne faut pas le laisser. Donc, ces mécanismes de sauvetage des banques, notamment, on sauve une banque, voilà, on essaie de sauver une banque, un gouvernement essaie de sauver la banque, comme j'ai dit, par l'injection de fonds publics. À travers quoi? Donc, ces injections se font à travers l'achat d'actifs doteux et des crédits impayés. Donc, le gouvernement achète les actifs, c'est-à-dire les crédits impayés de la banque. Il sait pourquoi? Pour que le bilan de la banque devienne clean, pour que le bilan de la banque se débarrasse de ces impayés et des crédits impayés. Et donc, on essaie donc de restructurer le bilan de la banque et donc restructurer les états financiers de la banque et pour que la banque retrouve son équilibre financier. Deuxième mécanisme, la direction et l'organisation d'opérations de fusion entre les banques en difficulté et les banques saines et solides. Dans les crises bancaires, généralement, les entreprises, l'État, demande aux banques saines et solides d'acheter les banques en difficulté. Et ce, afin que ces banques solides et saines et solvables puissent faire la restructuration du bilan de la banque en difficulté. Elle essaie donc d'absorber les impayés afin que la banque retrouve un équilibre financier et un capital positif. Et le troisième mécanisme d'intervention du gouvernement dans le sauvetage des banques, c'est la nationalisation temporaire des banques. Nationalisation des banques temporaire des banques, c'est-à-dire l'État devient le propriétaire de la banque. L'État devient le propriétaire de la banque, mais pour une courte période, jusqu'à la restructuration de la banque et puis le gouvernement procède à la vente de sa part dans le capital de la banque. Okay. La vente de sa part dans le capital de la banque auprès de qui? Auprès des privés. Donc voilà comment ça se fait. Donc le sauvetage des banques en difficulté ou en crise, en détresse financière, se fait par l'injection de capitaux et de fonds propres. Comment ces capitaux sont injectés? À travers l'achat des actifs impayés, des crédits impayés, à travers l'encouragement des banques saines et solides à acheter
les banques en difficulté et à travers la nationalisation temporaire des banques en détresse. Cependant, les effets économiques des crises bancaires ne s'arrêtent pas à ce niveau. Ok, comme j'ai dit, les coûts économiques de sauvetage du secteur bancaire après une crise bancaire ne s'arrêtent pas seulement au coût immédiat et direct de l'injection de fonds publics. Il y a d'autres coûts qui sont généralement considérés dans le calcul de l'estimation du coût total des crises bancaires ou généralement sont mal calculés ou généralement ou ignorés. Quels sont ces coûts? Ce sont les baisses de la recette fiscale suivant une crise bancaire et le package fiscal de relance économique que le gouvernement généralement met en place pour accélérer la relance économique d'un pays. Donc, cependant, les effets économiques des crises bancaires ne s'arrêtent pas à ce niveau et s'étendent notamment le marché des actifs dont le prix réalise une baisse continuelle et la récession économique qui suivent les crises affectent négativement le revenu du gouvernement suite à la baisse donc, de la collecte des taxes et des impôts. Donc beaucoup d'entreprises arrêtent leur activité et donc ne vont plus être capables de payer leurs impôts et donc il y aura une baisse donc, des impôts pour le gouvernement. Les impôts, ce sont le revenu du gouvernement. Beaucoup d'individus vont sortir en chômage et donc ne pourront plus payer les impôts sur leur salaire, leur revenu. Donc, ce qui provoque une baisse des recettes fiscales en impôts et taxes du gouvernement. La figure 17 montre l'évolution de la croissance annuelle moyenne de revenus réels du gouvernement, c'est-à-dire recettes fiscales, c'est-à-dire recettes fiscales, avant et après la crise qui frappe à la date T, un pays. Donc, en moyenne, les recettes du gouvernement baissent durant les 2 années qui précèdent la crise et durant les 3 années qui la suivent. Donc, généralement, les recettes fiscales en moyenne, en se basant sur des études, en moyenne, les recettes fiscales commencent à baisser 2 années avant la crise et continuent leur baisse pendant 3 années après la crise. Donc la figure 17, voilà la figure 17. Real Central Government Revenue Growth and Banking Crisis, All Countries, 1945-2007. Donc il s'agit d'une étude effectuée sur beaucoup de pays pendant la période de 1945 et 2007, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a essayé de calculer la moyenne de la croissance de recettes fiscales des gouvernements avant et après la crise. Donc voilà donc à la date T de la crise bancaire. Ok. Donc on observe que avant la crise, entre T-3 et T-1, il y a une tendance baissière de la croissance de revenus fiscaux de gouvernement. À la date de la crise T, la croissance des recettes fiscales est négative.
Donc, le gouvernement, les recettes du gouvernement diminuent en fait à la date T, la date de la crise bancaire, par rapport à ces recettes à la date T-1. OK? Après la crise, la croissance des recettes fiscales retrouve sa tendance haussière, OK? Tendance haussière, mais vous voyez surtout les 2 premières années, et surtout la première année, la croissance est très, malgré qu'elle est positive, mais elle est très faible. Donc il faut attendre la date T plus 3, la troisième année après la crise, pour que la croissance devienne un peu significative. Pour cette raison, on dit que donc, en moyenne, les recettes du gouvernement baissent durant les 2 années qui précèdent la crise et durant les 3 années qui suivent la crise. Okay. C'est une étude qui a été effectuée sur une large période sur tous les pays et on a trouvé on a trouvé les mêmes tendances. On a trouvé ce graphique qui représente donc tous les pays. Donc, à tout point de vue, l'effet des crises bancaires sur les recettes des gouvernements. 4. La dette publique et le lendemain de la crise. Donc, comme je viens d'expliquer, le sauvetage du système bancaire et à travers l'injection de capitaux, la baisse de recettes fiscales et le package, surtout le package fiscal qui a pour but de relancer l'économie, donc nécessairement aura des effets sur le budget. Et puisque le budget subit donc une baisse des recettes fiscales, les gouvernements généralement doivent faire appel donc à l'emprunt, soit intérieur, soit extérieur. Donc automatiquement, on peut prévoir donc après les crises bancaires, la dette publique, c'est-à-dire la dette du gouvernement, va donc réaliser une hausse assez considérable. Donc, tout dépend donc des coûts de la crise bancaire. Et ce sont généralement des coûts très élevés. Surtout si en plus des injections et des coûts immédiats, on inclut les coûts différés dans le temps qui sont les coûts liés à la relance économique et aux investissements publics que les gouvernements cherchent à faire afin de dynamiser l'économie et relancer l'activité réelle de l'économie. La figure 10-10 décrit d'une manière sommaire l'évolution de la dette du gouvernement central durant la période post-crise, c'est-à-dire après la crise. Donc, il apparaît clairement du graphique, on va voir le graphique, donc, que l'ensemble des mesures fiscales prises par le gouvernement pour répondre aux crises, comme j'ai dit, ces mesures fiscales sont premièrement l'opération de sauvetage de la banque en difficulté, la baisse de revenus fiscaux et le paquet fiscal de relance économique. Donc ces mesures donc, résultent en un élargissement du déficit budgétaire. Déficit, donc, si le déficit s'élargisse, donc naturellement, il faut le financer. On ne peut pas le financer directement ou immédiatement par une augmentation des recettes fiscales, donc on est obligé de s'endetter auprès
ou auprès de l'intérieur des agents à capacité de financement à l'intérieur domestique ou auprès de l'extérieur. Et généralement, c'est auprès de l'extérieur qu'on essaie de contracter des emprunts et des crédits. Donc, voyons ce graphique 10-10. Voilà le graphique 10-10. The evolution of debt following major post-war crisis, advanced and emerging markets. Donc, il s'agit donc de données collectées auprès de presque tous les pays avancés, à économie avancée ou les économies émergentes, c'est-à-dire des pays en développement. Vous voyez, nous avons dans l'axe des abscisses, ce sont des pourcentages donc, de l'évolution, de la croissance de la dette, ok. Et en l'axe des ordonnées, voilà, nous avons plusieurs pays. Et on a donc essayé auprès de ces pays de collecter des données et d'essayer de calculer l'évolution de la dette après le choc de la crise bancaire que ces pays ont subi. Voyons par exemple l'Espagne, qui a connu une crise bancaire en 1977. Donc, l'évolution de la crise, l'évolution de la dette publique est presque entre 120%. Donc, une année après l'année suivant la crise, la dette publique a augmenté plus de 150%. Donc, c'est une évolution assez énorme. Le Japon a connu une crise bancaire en 1992. L'évolution de la dette publique est presque aussi supérieure à celle de l'Espagne. Elle est peut-être aux alentours de 130%. La Corée, 1997, donc suivant la crise du sud-est asiatique de 1997, l'évolution de la dette est supérieure à 150%. Donc vous voyez, supérieure à 150%. Elle est peut-être entre presque 1170%. Voyons le Chili. Le Chili, après 1981, la date de sa crise bancaire, sa dette publique a augmenté de plus de 400%. Donc, la dette publique a augmenté de 4 fois. Donc, en moyenne, historical average, en moyenne, vous voyez, en moyenne, dans tous les pays ayant subi une crise bancaire, donc la croissance de la dette publique est aux alentours de 193%, disons 190%. Donc, il y a généralement, après une crise bancaire, les coûts de la crise bancaire subis par les gouvernements font que la dette publique du gouvernement augmente de presque, disons, 2 fois. Presque la dette publique double. Vous voyez que ici, l'importance et l'énormité des coûts des crises bancaires, et l'importance de ces coûts, et donc qui sont très énormes, et donc la gravité d'une crise bancaire. Donc, ce qui est remarquable, c'est l'augmentation très significative, donc augmentation très significative et dangereuse de la dette publique le lendemain des crises bancaires. En effet, le stock de la dette publique augmente en moyenne de 86% durant les 3 années qui suivent la crise. Donc, durant les 3 années qui suivent la crise, en moyenne, l'augmentation de la dette publique est en moyenne de tous les pays de 86%. Pratiquement, le stock de la dette publique double.
Donc, le stock de la dette publique double durant cette période. Ce qui est aussi remarquable et intéressant à le constater, c'est la ressemblance. La ressemblance, donc, à cet égard, entre les économies avancées et les économies émergentes. Donc, il y a une ressemblance énorme sur les effets des crises bancaires sur la dette publique entre pays développés et pays en développement. En conclusion, on peut dire que les crises financières créent un héritage énorme en dette à la société, donc qui pourrait aller jusqu'à plusieurs générations. Donc, un héritage, qu'est-ce que ça veut dire un héritage? Donc, plusieurs générations vont subir en fait le coût de cette crise. Donc, ce n'est pas une seule génération, mais plusieurs générations. La génération actuelle et les générations futures vont subir le coût. Pourquoi elles vont subir le coût? Parce que les générations actuelles et futures vont devoir payer les dettes énormes, du gouvernement qui ont été donc constituées pour remédier et sauver le système bancaire et l'économie entière. Ces dettes sont généralement très énormes que leur remboursement ne s'effectue pas par une seule génération, dans le cas d'espèce la génération actuelle, mais sera payé par la génération actuelle et les générations futures à travers le paiement de leurs taxes et impôts. Avec Alech, on dit qu'il s'agit donc d'un héritage. Donc voilà, donc les coûts des crises bancaires sont hérités par des générations. Donc ceci montre la gravité et l'importance des crises bancaires. Des crises bancaires pour la société toute entière. Donc en conclusion, on peut dire, donc on peut juste résumer, comme nous venons de voir, même si plusieurs pays ont appris les leçons des crises de la dette publique et de l'inflation, les leçons liées à la crise bancaire restent particulièrement difficiles à apprendre et à comprendre totalement par ces pays, notamment les plus développés parmi eux. On a donc appris les leçons des crises des dettes publiques et de l'inflation. Pour cette raison, ces crises deviennent de plus en plus rares. Mais ce qui est particulier, c'est que les crises bancaires sont encore assez fréquentes. Pourquoi elles sont assez fréquentes? Parce que les pays refassent toujours les mêmes erreurs qui mènent à la crise bancaire. Les chercheurs ont trouvé que on n'arrive plus à maîtriser les crises bancaires et à éviter les crises bancaires parce qu'on n'arrive plus à apprendre et à comprendre les leçons des crises antérieures, précédentes. Donc, on refait toujours les mêmes erreurs et pour ça, donc, les crises se répètent. Ce constat est confirmé donc par la répétition courante de ces crises. Et la dernière crise financière globale en est une preuve incontestable. Ainsi, l'expérience historique montre que les pays, notamment développés, font et répètent toujours la même erreur de penser qu'ils sont devenus capables, donc qu'ils sont devenus capables de se protéger contre les crises bancaires. Ce que Reinhardt et Rogoff appellent donc
this time is different syndrome. This time is different syndrome. Voilà, le syndrome de this time is different. Toujours on pense que la crise bancaire est courante est différente des crises bancaires précédentes. Mais après, on fait cette erreur de penser qu'elle est différente. Mais l'investigation et l'examination montrent qu'elle n'est pas en fait différente, mais en fait elle ressemble beaucoup aux crises précédentes. Et donc on pouvait l'éviter si on a appris les leçons. Ce qu'appellent donc ces économistes Reinhardt et Rogoff, c'est un syndrome, donc c'est une maladie de penser que la crise actuelle est différente. Non, elle n'est pas différente, elle est similaire aux crises précédentes, mais on essaie donc de cacher cette erreur par dire qu'il y a certainement d'autres raisons derrière la crise, ce qui est donc faux, c'est une illusion de dire ça. Donc dans ce chapitre, on a montré donc les coûts énormes des crises bancaires, on a parlé des coûts énormes des crises bancaires. En effet, quand un pays subit un choc adverse, donc un choc, c'est-à-dire un choc négatif, exemple baisse de la productivité, une guerre, une instabilité politique ou sociale, donc ce sont des externalités. Donc naturellement, les banques peuvent en souffrir, donc ils souffrent de ces chocs, de ces externalités, car le taux de défaut sur les crédits pourrait augmenter brusquement. Donc le taux de défaut, c'est-à-dire donc défaut sur le paiement des crédits. On ne paye pas, on ne rembourse pas la banque. Donc ce défaut de paiement sur le crédit pourrait augmenter brusquement après une choc adverse économique. Les banques deviennent ainsi vulnérables. Donc les banques deviennent vulnérables et subissent des pertes énormes. Donc, et des vagues, et la panique donc fait qu'il y a une vague de retrait massif des dépôts. Donc une vague de retrait massif des dépôts suivant une panique, il y a un climat doute et de panique, ce qui provoque donc des faillites bancaires. Des faillites bancaires. Une intensification de la baisse des crédits, donc lorsqu'il y a une faillite bancaire, il y aura donc une baisse d'octroi des crédits à l'économie. Si l'octroi des crédits à une économie baisse, donc plusieurs entreprises, celles qui ont pu continuer leur activité avec la crise, ne vont plus être capables de continuer pour une période plus longue, parce qu'ils auront besoin de financement. Mais les banques sont maintenant en état du choc, donc ils essaient d'être beaucoup plus prudentes, et donc ils ne vont plus donner facilement et aisément des crédits, ce qui donc aggrave encore le défaut de paiement. Les entreprises qui ont pu continuer ne vont plus, donc s'ils ne trouvent pas facilement le financement nécessaire, ils vont donc avoir des difficultés de production et donc ils vont se trouver à un moment incapables de rembourser leurs dettes. Ils vont faire un défaut de paiement. Ce défaut de paiement, donc, par les entreprises, va mettre en péril d'autres banques. Et donc, on a ici donc un cercle vicieux. Et les banques qui seront donc
que ne pourront plus être capables d'être remboursés, vont peut-être faire faillite ou réduire l'octroi de volume de leur crédit, ce qui donc va rendre difficile le financement des autres entreprises, de beaucoup d'autres entreprises. Ces autres entreprises vont donc faire un défaut de paiement, ce qui donc aggrave encore la situation des banques. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut donc casser. Comment on peut casser généralement casser ce cercle vicieux? Généralement à travers l'intervention des gouvernements et des banques, à travers les gouvernements et à travers leur plan de sauvetage des banques. Donc, sauvetage des banques, donc casser ce cercle vicieux par l'intervention du gouvernement. Comment? Injecte par premièrement, on a dit injection de capitaux, par l'achat des actifs et crédits impayés, donc incitation des banques saines à fusionner avec les banques en difficulté, et la nationalisation des banques voilà comment on sauve généralement le système bancaire. Et puis relance économique par un package fiscal. Voilà donc comment on peut donc généralement le gouvernement intervienne pour donc réduire, casser ce cercle vicieux. Les économies modernes dépendent des systèmes financiers sophistiqués, et lorsque le système bancaire devient paralysé, c'est toute l'économie qui se trouve paralysée. Donc, lorsque le système bancaire se trouve paralysé, c'est toute l'économie qui se trouve paralysée. Okay? Pour cette raison, donc, la faillite systémique du secteur bancaire est problématique pour une économie où le gouvernement ne réussit pas à bien réparer le système financier. Si le gouvernement n'arrive pas à sauver le système bancaire, donc les problèmes de l'économie vont certainement durer plus longtemps. Donc l'intervention donc du gouvernement, donc la réussite de l'intervention gouvernementale dans le sauvetage du système financier, donc dans le système financier, est crucial et vital pour une économie. Ok, certains gouvernements n'arrivent pas, donc mettre un plan, mais ce plan ne réussit pas parce qu'ils ont réagi un peu tard ou ils n'ont pas pris en considération plusieurs facteurs. Donc la détresse du système financier continue plus longtemps et automatiquement donc la récession
économique continue plus longtemps et pourrait devenir une dépression, c'est-à-dire une récession plus longue. Ce type de pays donc, se trouve en une situation économique très fragile et vulnérable, et leur croissance économique oscille rapidement entre croissance faible et récession. Et généralement, leur performance économique est en deçà de leur capacité réelle. Donc, ce type de pays, les pays qui n'ont pas réussi leur intervention de sauvetage du système bancaire, donc vont rester en situation très fragile et vulnérable, et leur croissance donc oscille, c'est-à-dire oscille donc, entre croissance faible et insuffisante, croissance faible et insuffisante, et une récession, c'est-à-dire croissance négative. Une croissance négative. Et donc, leur performance continue à être très faible et très faible. Donc ceci montre encore une fois l'importance de mettre à temps les mesures de sauvetage, efficaces pour sauver le système financier, et l'économie retrouve donc une croissance soutenue et assez performant. Je vous remercie.